Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Détente et Réflexion. Je suis Eve et mon but principal est de vous mettre de bonne humeur. Aujourd'hui, premier épisode consacré à l'univers d'Harry Potter, car la vie est plus merveilleuse quand on en parle. Et je vais parler tout particulièrement du personnage d'Albus Dumbledore, qui est, il faut le savoir, mon personnage préféré. Donc je vais parler de son personnage dans la fiction, mais aussi d'à quel point je m'en inspire et d'à quel point vous aussi, vous pouvez vous en inspirer pour mener une vie digne de ce nom. Alors j'essaye d'en faire une tradition de début d'épisode, une petite anecdote. Et là, vu qu'on va parler d'une personne âgée, non, en vrai, on va pas parler d'une personne âgée, puisque ça je le dirai après. Mais donc, on va quand même un peu parler d'un vieux. Et tout à l'heure, j'étais tranquillement en train de rentrer chez moi, à pied. Et bon, c'est pas une anecdote folle, vous attendez pas à la dinguerie. Donc je rentrais et là, je vois un magasin en travaux. Et qu'est-ce que je vois? Un vieux, un slip. Qu'est-ce que c'est? Et un mec qui se change... Bon, en vrai, c'est pas fou, un mec qui se changeait comme ça, mais c'était super étonnant dans Paris, genre à côté du Moulin Rouge et tout. Il se change comme ça, à la vue de tous. Genre, il y a plein de passants, il est là dans son truc en travaux, et elle est en slip. Bon, non, mais... Et donc, dans cet épisode, je l'ai structuré. On va commencer par mon histoire, vite fait, comment j'ai découvert Harry Potter et Gelbus. Oh là là, Gelbus. Ça, Gelbus, c'est incroyable. Ensuite, on va résumer la vie d'Harry Potter. Et je vais affirmer pourquoi c'est le meilleur de tous les personnages existants de tout ever. Ensuite, je vais dire quelques citations et comment je m'en inspire au quotidien. Puis je vais faire le quiz d'Albus Dumbledore de Wizarding World, que je n'ai jamais fait, parce que je vais jamais sur le Wizarding World, mais là j'ai envie de faire un quiz. Je sais pas pourquoi je suis stressée, alors que j'ai déjà fait d'autres épisodes, mais là j'ai l'impression... je sais pas, je suis toute bizarre, mais j'espère que ça va aller mieux au fur et à mesure de l'épisode. Donc commençons par ma découverte d'Harry Potter, j'avais 6 ans et... En fait, j'ai l'impression que je raconte ma vie, mais c'est pas si intéressant que ça. Qui s'en fout de ma découverte d'Harry Potter? J'ai noté cette idée dans Notion, mais au final... En fait, c'est hyper bizarre de faire un podcast et de parler de soi, enfin... Oui, c'est censé mettre de bonne humeur, tout ça, mais est-ce que raconter ma vie, ça... Bon, si, un petit peu, en vrai. Voilà, mais c'est pas si drôle que ça, ma découverte d'Harry Potter. Juste, j'avais 6 ans, et j'ai lu les 3 premiers, et après, on m'a interdit de lire les suivants, alors que j'avais vraiment envie. Mais je pense parce que c'est traumatisant, un peu... Enfin, traumatisant. Mais le 4, c'est un peu le tournant dans... C'est la fin de l'enfance, quoi. Quoique dans le 3, les détraqueurs, c'est pas fou, hein. Mais bon, en tout cas, j'ai été coupée dans mon élan. Du coup, après, j'ai repris un peu avec les films. J'ai fini par lire tous les livres, ado, tout ça. Mais j'ai jamais... Enfin, j'étais jamais... Je me rappelle quand j'étais petite, j'étais vraiment mais à fond dedans. C'était vraiment fou. Et après, j'ai beaucoup aimé les livres, j'ai beaucoup aimé les films. Mais j'ai pas assez lu les livres et je me suis jamais remise dedans. Jusqu'à septembre, où j'ai découvert des podcasts sur Harry Potter qui m'ont complètement remis dans l'univers. Et non, mais n'importe quoi. Jusqu'à que je découvre Gelbus. Non, mais ça, c'est Gelbus, c'est Gellert et Albus mélangés. C'est le chip le mieux de tout l'univers des chips. Et du coup, c'était quand? C'était il y a 2 ans. Et j'étais à fond dans Gelbus, j'avais même fait des... Genre j'avais un bullet journal à l'époque. Maintenant j'utilise Notion, si vous voulez un épisode sur Notion, je peux le faire. Et bref, dans mon bullet journal, j'avais fait le mois d'avril, ça devait être avril 2020 je pense. Et avec les reliques de la mort, tout ça. En fait,
tout sur l'histoire. J'avais lu genre une histoire complète de l'été passé entre Albus et Gellert, et vraiment cette fusion de la puissance. Alors je sais que c'est de la puissance pour le mal, ah là là, mais c'est genre entre leur amour et tout, j'étais là, la meilleure histoire d'amour écrite de tout l'univers. Bah, d'ailleurs je vais la résumer après, je vais être tout en joie. Mais et oui, pendant ces 2 ans là, j'étais à fond. Pendant quelques mois, j'étais à fond sur Galbus. Mais après, ça m'a passé. Et c'était vachement axé sur Albus Dumbledore. Oh, il est trop fort, Albus Dumbledore. Mais là, depuis septembre, j'ai repris, grâce au podcast et à Fréquence 9 3/4. Je suis en train de lire et tout, et ça me fait un bien fou. Et je trouve ça dingue de se dire qu'un univers, ça puisse autant affecter ma joie quotidienne. La joie quotidienne. C'est pas la chanson, là, la mélodie body bonheur. Na 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 na. C'est là un peu de nos joies quotidiennes. Voilà, mais ce podcast, est-ce que ça ne deviendrait pas un podcast de chant? Non, je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je chante? Ah oui, les joies quotidiennes d'Harry Potter, mais c'est tellement vrai. Et surtout que là, alors quand cet épisode sort, je rentrerai de Londres. Et avec mon amie Nézéa, je parle d'elle tout le temps. En plus, je sais qu'elle écoute tous les podcasts, donc c'est encore mieux. Et ben on va voir les studios Harry Potter et voir la pièce de l'enfant maudit. C'est fou, vraiment, j'ai tellement hâte. Et là, c'est passé. C'est marrant, hein, l'enregistrement et la publication des podcasts qui sont pas au même moment. Mais vraiment, dans les studios Harry Potter, je sais pas si... Mais je pense que je vais m'acheter la baguette d'Albus. Hein. Mais d'ailleurs, Albus... Mais attendez, mais en fait, je le connais pas si bien que ça. Parce que il a la baguette de Suro à partir du moment où il défait... Comment on dit? Où il défait... Putain, pardon. Encore la meuf qui dit des mots anglais. Où il abat de Grindelwald son amour. Oh là là. Mais genre, et après, il a plus sa baguette. Je comprends. Ouais, genre, il garde la baguette tout le temps. Oh, c'est un petit malin, lui. Mais en plus, mais attendez... Ah, mais oui, mais j'avais oublié, mais en fait, il est maître de la mort super longtemps, parce que c'est lui aussi qui a la pierre, qu'après, il la donne à Harry dans le set. Donc, il a la baguette, la cape et la pierre pendant super longtemps. Ah non, bah non, je suis bête, c'est James qui l'avait là. Mais attendez, mais ça veut dire que quand James est mort, Dumbledore a pris la cape à la famille, genre... Il a pris toutes les affaires d'Harry et hop, il décide de lui donner à Noël. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une dinguerie. Bon, bref. Donc voilà, voilà pour ma découverte mon état d'avancement dans Harry Potter. Donc maintenant, on peut passer à la section suivante, qui est le résumé de la vie d'Albus Dumbledore. De son nom complet, Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore. Déjà, c'est trop drôle de s'appeler Brian, je sais pas pourquoi. C'est tellement genre anglais, genre oh Brian. Et ça lui va pas du tout, ça m'énerve qu'il s'appelle Brian. Donc, né en 1881. Déjà, c'est même pas le jour, genre il y a marqué 1881. Et l'un des plus puissants sorciers de tous les temps. Mais en fait, c'est pour ça que c'est mon personnage préféré, c'est parce que j'aime bien les gens puissants. Mais même si j'adore les gens gentils, parce que vraiment les gens gentils ça me... Mais les gens puissants, je me dis, bah j'arrive plus... En fait, je préfère m'inspirer des gens puissants, et du coup je les préfère en soi. Et pourquoi je préfère m'inspirer des gens puissants que des gens gentils? C'est que les gens gentils, et ben en général, ils sont maltraités. Enfin, il leur arrive des choses qu'ils méritent pas. Et moi, je veux pas m'inspirer de personnes gentilles, parce que je veux pas qu'il m'arrive des choses que je mérite pas. C'est pour ça que je suis Serdaigle et pas Poufsouffle, parce que, bon, est-ce que je serais pas un peu Serpentard? Ça, là. Mais parce que les Poufsouffles, ils sont tellement bien que les autres, ils sont jaloux, et après, ils sont méchants. Oh là là. Donc, voilà, Dumbledore... Non, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles Dumbledore, c'est mon personnage préféré.
C'est Dumbledore, quoi. On peut pas... En fait, pourquoi c'est pas le personnage préféré de tout le monde? Je ne comprends pas. Alors, il est directeur de l'école de sorcellerie Poudlard. Avant cette nomination, il était professeur de métamorphose. D'ailleurs, et je pense que moi, si j'étais professeur à Poudlard, je serais professeur de métamorphose. Et pas de défense contre les forces du mal. Parce que la métamorphose, c'est quand même stylé, même si il y a des limites à son utilisation. J'ai pas précisé que ce podcast, quand même, ferait plein de refs Harry Potter. Et que si vous connaissez pas trop Harry Potter, c'est peut-être pas foufou d'écouter. Mais après, ça peut vraiment vous introduire à cet univers magique. Alors, Albus Dumbledore s'est rendu célèbre non mais n'importe quoi, il était célèbre avant, en battant le mage noir Grindelwald en 1945 et en découvrant les 12 propriétés du sang des dragons. Mais qui les connaît, ces propriétés? J'ai l'impression que c'est un truc hyper connu, ça, qu'il a fait les 12 propriétés, mais sauf que personne connaît les propriétés du sang de dragon. Je suis en train de lire sa biographie sur le wiki Harry Potter, en fait. Il a entretenu des relations avec les... Ah, comment ça? Des relations, Albus Dumby, on te connaît. Ah non, ah si. Avec les personnalités magiques les plus remarquables de son temps. La chimiste Nicolas Flamel, l'historienne de la magie Bathilda Tournesac et le théoricien de la magie Adalbert Lazornette. Mais... qui c'est? Mais non mais... des mots... Adalbert Lazornette. Il est un sorcier célèbre. Il est auteur du livre Magie théorique. Il existe une carte de Choco-Grenouille. Ah bah ça va, on sait qui c'est alors. Albus aussi a une carte de Choco-Grenouille. Mais vous savez que moi aussi, là, ils ont oublié de la mettre dans le film et tout. Eve, Jackie et Choco-Grenouille. Voilà, il est le seul sorcier que Voldemort ait jamais craint. Mais le pauvre Voldemort. Le pauvre Voldemort, il a pas fait exprès d'être méchant. Si, en vrai. En vrai, Voldemort, il m'intrigue. Beaucoup. Ah, bah si, on a le mois de sa naissance à Dumbledore, août 1881. Et la mort, 30 juin. Oh non, le même mois que ma naissance. Ça se trouve, je vais mourir en août alors. Oh, bah c'est dans longtemps, on est en février. Ouf, j'ai quelques mois à vivre pleinement. Oh, ah là là, dans sa famille, donc il y a Perceval Dumbledore et Kendra Dumbledore, ses parents, Abelfort Dumbledore, son frère, et Ariana Dumbledore, et Honoria, tante, et Croyance, neveu. Mais ça, moi j'ai toujours cru que c'était un prank de Grindelwald, mais là c'est noté. Ça veut dire que... Mais je crois qu'ils le disent dans les Animaux Fantastiques 3, mais ça veut dire que c'est nul, les Animaux Fantastiques 3. Comment ça, Croyance neveu? Bon, c'est terrible. Albus Dumbledore est l'aîné des enfants de Perceval et Kendra Dumbledore. Il naît en 1881 dans le village de Terranland. Non mais des mots toujours la tirer par les cheveux. À 10 ans, il déménage avec sa famille à Godric's Hollows pour garder la cadette de la famille, Ariana, en sûreté après son traumatisme causé par 3 moldus. Mais ça d'ailleurs, je vais en parler maintenant. Mais en gros, j'ai une théorie. Comme quoi, parce que tout le monde dit gna gna gna. Non, en vrai, il n'y a pas grand monde qui dit, je sais même pas si les gens pensent ça en vrai. Mais pourquoi en fait Dumbledore a été d'accord au début avec Gellert? Parce que Gellert... Oh non mais ça c'était trop drôle. Je lisais une fanfiction sur Albus et Gellert il y a longtemps, il y a 2 ans. Et genre, quand Grindelwald alias Gellert est parti, après le combat là avec Aberforth et Ariana, et bah, dans la fanfiction, c'était marqué qu'Albus était allongé sur le canapé et criait sans fin « Gellert !» Et ça me fait trop rire d'imaginer Albus crier « Gellert !» sans fin. Oh là là. Bon alors, Gellert. Donc oui, par rapport aux 3 moldus qui ont attaqué sa sœur, peut-être qu'il était d'accord inconsciemment avec le fait que les sorciers devaient donc sortir de l'ombre
Et en fait, ce qu'il est dit dans l'histoire, c'est que Dumbledore, pour lui, les sorciers devaient sortir de l'ombre pour arrêter de vivre cachés, mais n'étaient pas supérieurs aux Moldus. Et pour Gellert, les sorciers étaient supérieurs aux Moldus. Mais il le disait pas vraiment Gellert. Mais perspicace comme il est, Dumbledore, il aurait pu deviner quand même que Gellert pensait que les sorciers étaient supérieurs, même s'il était aveuglé par l'amour. Et on peut se dire que inconsciemment, Dumbledore, il était traumatisé par l'attaque des Moldus sur sa sœur, et que pour lui, la vision qu'il avait des Moldus, c'était entre autres des mecs qui attaquent les sorciers parce qu'ils sont des sorciers, et que du coup, ils étaient obligés de vivre cachés à cause de ça, et que du coup, s'ils sortaient, ils pourraient être en bonne entente, et ce serait et pouvoir peut-être pas qu'on soit supérieur, mais qu'on soit j'enchaîne sorcière, lol. Pas que les sorciers soient supérieurs, mais qu'on puisse réprimander le fait que les Moldus attaquent les sorciers si les sorciers se dévoilent. Je sais pas. Bon. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher d'avoir été avec Gellert au début, alors qu'il y avait ça, et que il était déjà super jeune, et que il était aveuglé par l'amour, parce que c'était son premier amour et son seul amour. Oh là là, c'est vraiment déchirant. Et d'ailleurs, on peut se dire aussi, dans cette situation-là, le Dumbledore qu'on connaît, ultra calculateur, tout ça, il aurait quand même dû voir la menace que représentait l'amour de sa vie. Mais moi, je pense que même s'il était super intelligent et tout, il avait peut-être pas encore ce côté calculateur, et que... Ou alors il l'avait, mais pas encore assez développé, et que justement ça l'a aidé à l'avoir, parce que il a tellement été aveuglé par ses sentiments qu'après, ça a plus jamais repris le dessus. Après Gellert, il était pas calculateur à ce moment-là, parce qu'il était réellement aveuglé par ses sentiments. Mais du coup, après, il l'est devenu. Et c'est pas qu'il a jamais retrouvé l'amour ou quoi, c'est qu'il l'a jamais voulu, parce qu'il voulait toujours garder le contrôle sur ses plans, quoi. Et du coup, il a jamais été aveuglé, et il a toujours su la chose juste à faire. En fait, mais aussi, c'est certainement lié au regret qu'il a eu. Oh, le pauvre. Parce qu'il a eu des regrets par rapport à sa sœur, et du coup par rapport à sa relation avec Gellert. Mais oh là, j'ai l'impression que je vais me thérapie. Et du coup, ce qui a fait qu'après, il est devenu l'homme qu'il est, parce qu'il a vécu ça jeune, et qu'après, il a réussi à garder la tête froide. Et moi, je me reconnais hyper beaucoup je me reconnais là-dedans, mais en même temps, je trouve que c'est une triste vie. Et parce que, il dit dans Harry Potter 7, « N'aie pas pitié des morts, Harry, et plutôt pitié des vivants, et surtout de ceux qui vivent sans amour. » Et là, moi, toute ma vie, j'ai cru qu'il parlait de Voldemort, et tout le monde pense ça, mais est-ce que il parlerait pas un peu de lui-même? Parce que en vrai de vrai, j'ai l'impression que Dumbledore, personne ne le connaît vraiment, et tout le monde, c'est juste des éléments dans son plan pour que le monde aille mieux, mais lui, il se laisse jamais atteindre par aimer beaucoup quelqu'un, et en tout cas, peut-être il se laisse atteindre, mais il essaye de pas se laisser atteindre. Et finalement, est-ce qu'il a pas réellement aimé que Grindelwald? Parce que sa famille, déjà c'est horrible, mais son père et sa mère sont morts quand il était jeune, donc peut-être qu'il les a aimés eux. Sa sœur, il l'aimait, c'est sûr, parce qu'avec les regrets qu'il a et tout. Mais je veux dire, ils sont morts, et son frère, il est trop chiant. Moi, j'en ai trop marre des gens qui le défendent. Il a aidé en rien, et c'est vraiment un nuisible. Même s'il est gentil et tout, après il aide à la bataille de Poudlard, il a pas aidé Albus du tout, quoi. Il l'a fait que le critiquer et le mettre down et tout, alors que... Mais t'es qui, Albert Fort? N'importe quoi. Et donc du coup, c'est encore pire si Dumbledore, dans cette citation, parle de lui... Bon, après, du coup, quand il dit cette citation, il est mort, mais parle de lui, de son vivant, de se dire, moi, j'étais une mesquine qui vivait sans amour. Ou ça se trouve, il a juste toujours aimé Grindelwald, et même s'il était pas avec, il était quand même content parce qu'il l'aimait. On ne sait pas. Scolarité à Poudlard. Albus Dumbledore est entré à Poudlard
en 1892 dans la maison Gryffondor où il finit brillamment ses études en 1899. Quand il arrive à Poudlard, il dépasse la réputation de son père, qui a tué des moldus, ou fait mal aux moldus, et se fait désormais connaître comme étant l'élève le plus brillant jamais vu dans cette école. Et à jamais, parce qu'il est trop fort, c'est le plus puissant de tous. Il se lie... Non, il n'y a pas marqué ça. Il se lie d'amitié avec le jeune Elphias Dog. Aberforth est lié à Ariana, il sait la rassurer, tandis qu'Albus n'est intéressé que par ses études et les nombreux prix qu'il reçoit. Mais ça aussi, en vrai, on pourrait accabler à Albus de ça parce que, tu penses qu'à toi et tout, mais en vrai, Albus, il a ce truc de... Il est ultra puissant, il veut voyager et tout, mais pourtant sa situation familiale, ça le ramène tout à juste rester chez lui. Enfin, après, il va être... je vais lire la suite avant de m'énerver. Tragédie. Alors qu'Albus Dumbledore finit sa scolarité et prévoit de partir pour un tour du monde avec son ami, Elphias Doge, Ariana, âgée de 14 ans, a une crise et tue sa mère. Non mais... Albus se trouve donc l'aîné de la famille, chargé de subvenir aux besoins de sa sœur et de son frère. Aberforth veut rester près d'Ariana à plein temps et abandonner ses études, mais Albus l'oblige à poursuivre sa scolarité. Déjà, ça, on ne le sait pas et c'est un bon frère. Albus considère cependant son devoir comme une charge qui l'empêche de continuer sur la voie du succès, mais en même temps, c'est un peu logique. Et Albus, il est un petit peu... en vrai, les Gryffondors aussi, ils ont ce côté, on cherche le succès, mais un petit peu serpentard, quoi. Et ne reste auprès de sa famille que sous la contrainte. Bah oui, mais il reste. Il rencontre alors Gellert Grindelwald, jeune esprit brillant qui a 16 ans. Voilà, là, plus jeune, en plus stylite. Même si c'est pas fou, mais voilà. Il le considère comme un égal à qui il peut parler et tombe amoureux de lui. Les deux jeunes gens entament une relation amoureuse intense et passionnée. Oh là là. Ariana passe au second plan pour Albus, mais... je vais en parler après. Et avec Grindelwald, il élabore des plans pour un nouvel ordre de la sorcellerie. Il s'intéresse également ensemble aux reliques de la mort qui pourraient leur apporter le pouvoir. Un jour, Aberforth en a assez et tente de convaincre Albus d'abandonner tous ses plans de grandeur pour s'occuper d'Ariana. C'est un peu osé. En vrai, comme si c'était on normalise trop le fait de tout abandonner de soi pour les autres. Albus, il est... il est Gryffondor, les Gryffondors, ils sont censés comme ça. Est-ce que Albus est vraiment Gryffondor Grindelwald est présent et n'apprécie pas que le frère d'Albus se mette en travers de leur chemin pour parler d'une fille sans importance alors qu'ils veulent révolutionner le monde. Albus envisage notamment de contrôler les moldus pour le plus grand bien. Grindelwald se dispute avec Aberforth et utilise sur lui le sortilège Doloris, tandis un peu violent quoi comme mec. Albus, t'aurais pu trouver quelqu'un de moins extrême. Alors tandis qu'Albus tente de les séparer. Un combat s'engage entre les trois sorciers. Ariana entend le bruit de la dispute et tente vraisemblablement de s'interposer, mais un sort lancé par l'un des trois jeunes hommes la touche et elle est tuée sur le coup. Ce sombre événement éloigne Albus de Grindelwald, ce dernier s'enfuyant sans laisser de nouvelles après le décès d'Ariana. Aberforth tient son frère pour responsable et le frappe lors des funérailles en lui laissant un nez cassé. Mais c'est fou ça, parce que dans Harry Potter 1, elle dit, J.K. Rowling, que son nez il a été cassé par 2 fois, et du coup là c'est la première. Et je me demande quand c'est la deuxième. Bon alors, là déjà, pour le truc de qui a tué Ariana, tout le monde dit ouais les trois on peut pas savoir, nanani, mais déjà je suis certaine que Albus n'a jamais lancé un sortilège de mort parce qu'il voulait pas tuer son frère, et il voulait pas tuer l'amour de sa vie. Alors que Aberforth, il voulait tuer Grindelwald, et Grindelwald, il voulait tuer Aberforth. Donc c'est forcément un des deux, donc miskin Albus, il n'est pas responsable. Parce que, en plus, on peut se dire, ouais, il est responsable parce qu'il n'est pas resté à la maison et tout, mais en vrai, je trouve qu'on se met pas assez à la place du pauvre Albus. Parce que même après lui-même, il dit, oui, j'aurais dû rester à la maison et tout, mais si on se met à la place du jeune Albus, son père, il est mort quand il était jeune. Ensuite, sa mère, elle est morte. Il essaye quand même tant bien que mal d'atteindre toutes ses capacités, puisque c'est le sorcier le plus puissant de tous les temps. Et il veut voyager et tout, il a cette pulsion de découverte et d'aventure. Mais bon, il reste quand même auprès de sa famille, il reste enfermé. Et là, malgré le fait qu'il soit resté enfermé, il se trouve un copain.
enfin un copain, et qui lui permet de voir la vie du bon côté, de malgré le fait qu'il est plus que sa sœur malade et son frère, il y a quand même des choses belles dans la vie. Mais à Belfort, alors qu'en plus, Crédence, à Belfort, apparemment, c'était pendant cet été-là. Alors, voilà. Et à Belfort, il va lui dire, Nanani, tu t'en occupes pas assez. Bah, c'est vrai qu'il faut la protéger et que sa sœur, elle est malade, etc. Mais déjà, peut-être qu'Albus, avec ses voyages, il aurait pu trouver un remède de plus efficace aux obscurioles que juste s'en occuper et attendre la mort. Et bon, quand t'as 18 ans, t'es jeune et tout, on te dit ouais, occupe-toi de tes frères et sœurs, alors que t'as trouvé l'amour de ta vie. Genre, c'est l'amour de sa vie, c'est vraiment un truc hyper puissant et tout. En plus, ils ont des plans avec les reliques de la mort, tout ça, enfin, c'est hyper stimulant. Et du coup, bah, moi, je trouve que c'est peut-être pas excusable parce qu'il aurait dû plus s'en occuper, mais c'est compréhensible. Donc, carrière à Poudlard, je vais passer un peu plus vite. Voilà, il est à Poudlard, il refuse. En fait, il a un peu une vie. En fait, après, en vrai, il me saoule un peu dans le sens où il dit oui, ma quête de pouvoir et tout, enfin, je veux pas le pouvoir. Et du coup, il reste caché. Et voilà, et là, il refuse à plusieurs reprises le poste de ministre de la magie. Il reste à Poudlard, tout ça, alors qu'il est tellement puissant et qu'il est tellement respecté. En fait, par ses erreurs, entre guillemets, du passé, quand il était jeune, il se punit lui-même. Et c'est dommage. Donc bon, après, c'est tout ce qui passe dans les animaux fantastiques. Bon, voilà, on s'en fout. Après, ah ouais, il va chercher Voldemort. Et ça aussi, moi, je me demandais, quand il va chercher Voldemort, quand il est dans son orphelinat, là, et ben en fait, mais c'est que j'ai écouté un podcast sur ça et c'est fou, mais c'est une théorie trop bien. Enfin, c'est pas une théorie, je pense que c'est vrai. Et ben ce serait que en gros, vu que on se dit mais attends, mais quand il va chercher Voldemort, enfin Tom Jedliger, il voit bien qu'il est bizarre cet enfant. Genre, enfin je sais pas, tu vois un enfant comme ça, t'as pas envie de le ramener à Poudlard. Enfin au début il savait pas que ça allait être un enfant bizarre, il savait juste que c'était un sorcier. Et du coup, on se dit, mais punaise, enfin, tu le vois tout bizarre, gamin comme ça, tu le ramènes pas dans le monde de la magie, comme ça, on n'a jamais leur Voldemort, quoi. Mais en même temps, peut-être que il a pensé à sa sœur, et il a pensé à Credence, et il s'est dit, si je le laisse là-dedans, ça va être un troisième obscurial. Et du coup, il l'a ramené. Et du coup, bah, au lieu d'un obscurial, c'était Voldemort. Finalement, il n'y a aucune solution quand un sorcier est méchant. Oh là là! En 1945, il bat son ancien ami. Non mais qu'est-ce qu'il raconte, son ancien amour de sa vie? Et mage noir Gellert Grindelwald. Grindelwald est alors emprisonné dans la prison qu'il a construite, Nurmengard. Dumbledore entre en possession de la baguette de Suro. Incroyable. Première guerre des sorciers, bon bah voilà, il crée l'ordre du Phénix, tout ça, il est trop fort. Ah mais oui! En 1979, alors que la situation devint de plus en plus sombre et chaotique, Sibylle Trelawney postule pour devenir professeure de divination. Donc plus chaotique par rapport à Voldemort, tout ça. Une matière que le professeur Dumbledore songe à supprimer. Et ça vous allez voir, ça va tout changer en fait. Alors qu'il est en passe de lui refuser ce poste, le directeur accepte finalement sa candidature. Le professeur Trelawney révélant durant une période de transe la prophétie concernant Harry Potter et Voldemort. Et ça, ça m'a fait penser que Dumbledore, il va un peu à l'encontre parfois de ce qui est acquis par les gens et perçu un peu par les gens qui sont genre cultivés nanani. Par exemple, la divination. Alors c'est un peu mal perçu, on voit que Hermione et McGonagall, elles y croient pas trop, et c'est un peu genre les deux meufs intelligentes. Mais si c'est Dumbledore qui en parle, et qui dit la divination c'est bien, et ben personne ne peut le contredire. Et en fait, je trouve ça fou à quel point Dumbledore est puissant par juste sa personne. En fait, je me dis, mais comment il en a pu arriver là à ce qu'ils disent, ce soit on le remet pas en question, quoi. Jamais on va penser à remettre en question Dumbledore. Parce que même si c'est des choix qui sont douteux, genre mettre Harry chez les Dursley au mieux de l'élever soi, ou je sais pas, et ben
c'est Dumbledore qui le choisit, alors ça doit être qu'il y a une bonne raison et que c'est pour le bien de tous, et même s'il souffre un peu, voilà. Enfin, même un peu beaucoup, hein, le pauvre Harry chez Dursley. Et je me dis, mais c'est fou d'en arriver à une telle puissance et intelligence pour que les gens se disent ça. Et du coup il arrive, donc je reviens sur la divination, il arrive à faire un peu changer d'avis les gens sur des trucs qui sont pas directement acceptés entre guillemets, de la population plus intelligente. Oui, bah, je me répète, pardon. Enfin, il va un peu à l'encontre des idées reçues pour faire briller ceux dont on rigole. Par exemple, Hagrid, personne ne le prend vraiment au sérieux, mais vu que Dumbledore le prend au sérieux, bah les autres ils sont bien obligés de le prendre au sérieux. Mais c'est fou d'avoir cette prestance. En fait, c'est fou parce que il a le pouvoir de donner sa chance à n'importe qui. Et là, il fait confiance, par exemple, à Hagrid pour amener bébé Harry. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a ce pouvoir de penser les gens capables alors que d'autres ne les auraient pas pensés capables. Et du coup, les gens, ils accordent tellement d'importance à sa parole qu'ils en deviennent capables. Je sais pas si je suis assez claire, mais Hagrid, c'est plein de fois où les autres, par exemple pour être professeur et tout, les personnes n'auraient nommé Hagrid professeur et Dumbledore le fait et Hagrid on devient capable de le faire. Et c'est fou parce que Hagrid, il est... Mais Hagrid et n'importe qui, même Norbert dans les Animaux Fantastiques, même Harry tout le temps, même si Dumbledore il donne des choses pas folles à faire, c'est un privilège en fait que Dumbledore ait confiance en eux. Et vraiment, je trouve ça dingue d'être Dumbledore parce que je trouve ça fou que ce soit un privilège qu'on accorde notre confiance. Alors qu'il est resté à Poudlard et tout, mais c'est juste parce qu'il est trop fort et parce que bah, il a une citation où il dit oui, la magie des mots nanani c'est plus fort que toutes les magies, mais c'est parce que lui c'est le maître dans ça et que du coup tout le monde le respecte, enfin, au-delà de juste parce que c'est le directeur de Poudlard. Oh là là, Dumbledore. Oh là là, lorsque James et Lily Potter sont assassinés, Dumbledore décide de placer leur fils unique Harry chez Vernon et Pétunia Dursley. Non, non, mais c'est quoi cette photo? Albus Dumbledore, lors de la première année de Harry à Poudlard, on voit dans Albus dans le premier film. Il était un peu zinzin hein, dans le premier film. Mais d'ailleurs, ça, c'est tout Albus en fait. C'est tout Albus. Oh là là. Parce que, en fait, il est pas manipulateur, il est un peu malicieux. Genre, il a vraiment une personnalité pleine de joie. On le voit, il est tout fou. Genre, il est là, genre dans le 1, on dit qu'il a des bottes à talons et tout. Il dit, ouais, je veux un Sherbert, genre un sorbet au citron. Il dit, ouais, moi aussi de mon genou gauche, j'ai le plan exact du métro de Londres. Une cicatrice qui représente le plan exact du métro de Londres. Genre, il est un peu zinzin. Après, il prend des dragées Bertie Crochet et tout. Enfin, il a vraiment une personnalité pestillante. Du coup, on peut pas dire qu'il est manipulateur. Et surtout que il est pas vraiment manipulateur parce que déjà, les gens, ils savent. En fait, ils savent que Dumbledore, il est tellement au-dessus de tout le monde, et ils savent qu'il est gentil et qu'il essaye de faire ce qui est bien pour tout le monde, et du coup, les gens acceptent de faire partie de leur plan parce qu'ils ont une confiance aveugle, et du coup, on en revient à mais comment c'est possible d'être Albus et que sa parole vale tout, c'est dingue. Vraiment, Albus, mais trop fort, quoi. D'être si puissant, mais de garder ce côté loufoque. Et ça, vraiment, en fait, c'est pour ça, je pense que je l'adore. Parce que malgré le fait qu'il soit original, et ben, il est respecté. Et moi, ben, c'est mon goal. J'aimerais ne pas être banal. Vraiment, c'est ma pire peur d'être banal. Enfin, si un jour quelqu'un m'a dit, ouais, toi, t'es plutôt basique. Et moi, j'étais là, mais quoi? Et c'était la pire insulte qu'on puisse me faire. Mais bon... Mais du coup, j'aimerais ne pas être banal, mais être respecté. Et souvent, quand on n'agit pas un peu dans le moule,
Après, moi, j'agis dans le moule, hein. Parfois je suis pas non plus complètement zinzin comme Dumbledore. Mais j'aimerais l'être. En fait, j'aimerais être 100% moi-même tout le temps, tout en étant respectée. Et je sais pas comment il fait Dumbledore. Parce que souvent, en fait, ma spontanéité, tout ça, mon... c'est pris pour de la naïveté. Et du coup, bon, c'est un côté bien parce que bah, les gens, ils ont pas peur de moi et enfin, tout le monde est à l'aise, etc. Mais j'ai des situations où j'étais mal écoutée ou. Enfin, pas mal. Enfin, où ma parole n'avait pas l'importance qu'elle aurait dû avoir. Bon, après, est-ce que les paroles de chacun ont de l'importance vraiment? On ne sait pas. Mais quand même, en fait, j'ai déjà vécu de l'irrespect et c'est horrible et je veux pas le revivre. Et Dumby, il arrive et tout. Mais en fait, Dumbledore, il est tellement intelligent et trop fort partout que bah, son côté loufoque, on s'en fout. Et bah moi, le problème, c'est que je suis loufoque, mais bête. Oh non, que faire? Il faut que je devienne plus intelligente, c'est mon goal 2023. Bon, ensuite, je vais pas trop m'attarder sur l'histoire de Dumbledore des livres, parce que bon, on la connaît bien. Mais juste, j'aimerais répondre au rageux. Parce que, bon, j'ai déjà dit que voilà, je pense que Dumbledore fait tout pour le bien des gens. Et que même si c'est des choix terribles, et bah lui aussi, il a certainement eu du mal à les faire et il les a fait comme ça, même s'il s'est un peu fermé dans l'amour et que voilà. Et du coup, à la fin, quand on voit les souvenirs de Rogue, et qui dit vous l'avez gardé juste pour pouvoir le tuer au bon moment, gna gna gna, et bah en vrai, tout le monde se dit mais c'est horrible et tout de garder Harry vivant jusqu'à la fin. Mais genre, je pense que Dumbledore, il était pas genre ok avec cette idée. Je pense que quand il s'est aperçu, quand il a découvert. Déjà merci d'avoir découvert les Horcruxes, Dumbledore, et d'avoir soupçonné Slughorn. Déjà, Dumbledore, sans lui, Voldemort, il serait encore là. Mais enfin, genre, de découvrir ça, ça a pas dû lui faire plaisir au pauvre Dumbledore, et de devoir cacher ça toutes ces années, genre, enfin, ça a dû être super dur. Il l'a pas fait. Il l'a fait, encore une fois, parce que c'est. Il a certainement dû chercher d'autres solutions. Genre, par exemple, quand il est allé chercher l'Horcrux de la bague de Gaunt, là, et qu'il l'a détruit, qui nous dit que il a pas cherché en fait à séparer la bague de Gaunt et l'Horcrux, parce que tous les Horcrux ils sont détruits mais ils sont pas séparés, et il a peut-être essayé de séparer pour voir s'il pouvait séparer l'Horcrux de Harry, et bah il a pas réussi le pauvre, et du coup il a jamais dit à personne, il a dit qu'à moi, c'est pour ça que je vous le dis dans ce podcast. Mais du coup, si c'est ça, enfin, non, en vrai, c'est peut-être pas ça, c'est juste une théorie. Mais enfin voilà, je pense que ça a été dur pour lui aussi, et enfin, trouver une meilleure solution, quoi. Enfin, Harry c'est un Horcrux, Harry c'est un Horcrux, vous voulez faire quoi? Et aussi, on se dit, ouais, mais il aurait pu dire avant à Harry que c'était un Horcrux. Mais, enfin, de pas lui avoir dit, c'est aussi d'avoir épargné à Harry pour des mois où il aurait ressassé ce que ça faisait de mourir. Enfin là, on le voit à quel point il est mal à la fin de savoir qu'il est condamné. Sa vision des choses, ça a rien à voir. Et peut-être que c'est pas plus mal qu'on lui ait épargné ça et qu'il continue de croire qu'il va vivre, etc. Où on dit oui, il aurait été prêt à se sacrifier quoi qu'il en soit. J'en doute pas, Harry il est trop fort. Mais bah, au moins il y a pas pensé plus longtemps. Par contre, pourquoi Dumbledore ne donne est trop chiant et trop pénible avec ses indices tout nuls et tout cachés, ça c'est un peu la magie du personnage. Mais bon voilà, donc je trouve que Albus, qui a des défauts certes, comme parler en énigme, bah genre il reste Albus Dumbledore et il est trop fort et personne peut me contredire de toute manière. Voilà, je dis ce que je pense. De toute manière, il est mort, le pauvre. Oh non. Qu'est-ce qu'il dit? Bah voilà, il est mort. Post-mortem. Oh là là. Ah oui, heureusement qu'Harry, il appelle son fils Albus. Non mais ça,
pourquoi il l'appelle Albus Severus, genre Rogue il m'a saoulé, je comprends, Albus, mais Harry il est vraiment gentil, Harry il est sous-coté, moi vraiment j'adore Harry. Mais voilà, caractéristique du personnage, son caractère espiègle et farfelu, presque enfantin, ne doit pas faire oublier qu'il est considéré comme le plus grand sorcier de tous les temps, notamment pour sa grande sagesse. C'est pour ça que je l'aime tant, je me dis on peut être sage tout en étant farfelu. Après, bon, c'est un personnage fictif, hein, mais j'ai trop envie, moi, d'être comme ça. Je trouve que ça apporte tellement plus de détente et de réflexion. Ah non, mais Albus, tu es fait pour faire un podcast avec moi. Non mais c'est quoi ces anecdotes sur Dumbledore? Le professeur Dumbledore se passionne pour le bowling et la musique de chambre. La framboise est sa confiture préférée. Il ne dédaigne pas les objets moldus, du sorbet au citron au magazine de tricot. Ah mais oui d'ailleurs ça, il est trop chou Dumbledore parce que... Oh non mais ça c'était vraiment la meilleure fanfiction de tous les temps. En gros, dans le 1, quand Harry demande à Dumbledore ce qu'il voit, il dit je vois une paire de bonnes chaussettes en laine. Et en gros, dans la fanfiction, la personne qui l'a écrite, elle a mis, ou il a mis que c'était une fanfiction, je sais pas quoi, Tournoi des Trois Sorciers avec Grindelwald et Albus. Et il a mis comme quoi Grindelwald offrait une paire de belles chaussettes à Albus. Et du coup, ça se trouve, c'est vrai. Genre, ça se trouve, il voit vraiment juste le cadeau et bon, évidemment, Gellert qui l'embrasse langoureusement. Mais, mais du coup, voilà, le magazine de tricot, c'est incroyable. Mais par contre, c'est quoi la musique de chambre? Je vais chercher sur Google. Musique de chambre. Une composition musicale destinée à un petit ensemble de cordes, de bois, cuivre ou percussion, qui traditionnellement et avant l'affirmation des concerts publics pouvait tenir dans la grande chambre. Mais attendez. Oh bah c'est de la musique classique quoi. Après Harry, Albus Dumbledore est le personnage préféré de J.K. Rowling. Moi c'est mes deux... Bah moi c'est l'inverse. C'est Albus et après Harry. C'est incroyable. D'après un avis de l'auteur, Gellert Grindelwald était le seul et unique amour d'Albus Dumbledore. Je vous avais dit quoi. Bon bah très bien. Maintenant que nous avons fini le résumé de sa vie et pourquoi Albus Dumbledore est le meilleur, on va passer à quelques citations que j'aime. Déjà, juste, bah tout à l'heure j'ai un peu cité là, le fait qu'ils disent ouais, la cicatrice au-dessus de mon genou et la parfaite représentation du métro de Londres. Et bah du coup, moi, quand je pense à ça, et en fait, parce qu'il veut pas enlever la cicatrice à Harry, il dit non, mais ta cicatrice c'est important, ça peut faire je sais pas quoi. Et bah, moi j'ai une cicatrice aussi sur le genou gauche comme Dumbledore. Attends, c'est le genou gauche? Ah, si c'est le genou gauche, en fait, si c'est le genou droit, ça m'énerve, mais si c'est le genou gauche, c'est le destin. Oh, genou gauche! Mais c'est dingue! Bah voilà, c'est le destin. Et du coup, bah j'ai une cicatrice sur le genou gauche et je me dis, faut pas que j'enlève parce que c'est Albus. Non, mais je me dis, bah ça sert à rien, faut accepter ce qu'on a vécu et en soi, bah voilà, j'ai été marquée, c'est pas pour rien. Et pourquoi vouloir enlever? En fait, pourquoi voir ça comme un défaut? J'ai une mini cicatrice sur le visage et je me dis, mais faut... Et pendant longtemps, je me suis dit, ah, faudra que j'enlève. Bon, peut-être qu'un jour je le ferai, mais je me dis, faudrait que je l'accepte et que je me dise, bon, bah voilà, c'est perçu comme un défaut par la société, mais ça ne le devrait pas. Voilà. Ensuite, une citation que j'aime bien, c'est « L'ennui, c'est que les humains ont un don pour désirer ce qui leur fait le plus de mal. » Et ça, c'est vrai dans le sens où... Mais c'est plutôt que... En fait, c'est plutôt ce qu'on désire qui... Oui, voilà, c'est exactement ça. En fait, ce qu'on désire nous fait le plus de mal, parce que ce qu'on désire, c'est pas forcément ce qui est bien pour nous. Parce que souvent, le désir, c'est un peu sur le moment... Alors que ce qu'on veut... En fait, moi, je fais une différence... Je sais pas si j'ai raison, hein, mais je fais une différence entre ce qu'on désire et ce qu'on veut. Et pour moi, ce qu'on veut, c'est plus profond. En fait, je sais pas. Mais enfin, je vois le désir comme quelque chose de plus éphémère et quelque chose qui nous fait plaisir sur le coup. Ou plutôt ce qu'on désire et ce dont on a besoin pour être heureux.
ça rejoint la citation de Choose what's right, not what is easy. Quand il dit nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité. Et, enfin, même il le dit dans Harry Potter 4, il le dit dans Les Animaux Fantastiques. Et bah ça, je l'applique dans le fait que voilà, je vais pas choisir les désirs et ce qui nous satisfait sur le moment. Parce qu'en vrai, c'est ça qui nous fait le plus... Enfin, dans les petites choses, c'est ça qui fait du mal, parce qu'on n'est jamais satisfait après sur le long terme. C'est pas ce qui nous rend vraiment heureux. Genre, par exemple, je sais pas, je désire absolument manger tout plein de chocolat. À mes mains, c'est tout. Sur le long terme, bah, ça va me faire mal à la tête et je vais regretter. Je vais me dire, oh là là, mauvais pour la santé. Bon, là, c'est un exemple comme ça, mais ça peut être aussi un amour. Je désire être avec telle personne, mais c'est ce qui me fait le plus de mal. Et du coup, bah, choose what's right, not what is easy. Et bah, il faut choisir de s'en éloigner. Ou, enfin, un amour ou une personne toxique en amitié aussi, ou voilà. Et du coup, j'essaye un peu de l'appliquer au quotidien et de vraiment faire ce choix de... Alors, dans les petits gestes, de pas céder au désir sur le moment, parce que je sais que ça va pas me faire plaisir vraiment, que ça va juste satisfaire un désir. Et du coup, de choisir un peu ce qui me rend plus heureuse. Et bah, je l'applique depuis septembre à peu près, où quand j'ai redécouvert un peu Harry Potter et du coup j'ai vu toutes les citations, machin, parce que bah, j'ai toujours aimé Albus Dumbledore. Et je sens qu'il y a une réelle évolution dans mon état mental. J'ai vraiment... j'ai plus de joie en moi, je vois plus la vie d'un mon côté, mais facilement, parce qu'à chaque fois je me dis... Eve, choose what's right, not what is easy. Avec mon ami Simon, à chaque fois, on se le dit, on se dit choose what's right, not what is easy. Bon, là, parfois, je choisis ce qui est easy. Hein. Mais je fais l'effort et ça marche. Donc faites l'effort aussi. Écoutez les citations d'Albus Dumbledore, vous vous en sentirez grandi. Mais du coup, cette citation, on peut aussi la voir par rapport à la communauté, dans le sens où fais ce qui est bien et pas ce qui est facile. Dans le sens où fais ce qui peut aider la communauté et pas ce qui t'arrange toi en mode un peu égoïste. Exemple un peu parfait, enfin parfait, rien n'est parfait, nobody's perfect, comme dirait le vieux chinois dans certains game shows. Et donc, ouais, bah voilà, le sujet c'est l'écologie. Et pourquoi l'écologie ? Parce que bah, c'est un effort collectif pour la survie de l'espèce humaine. Mais est-ce qu'on veut tout... Il faudra que je fasse un épisode sur l'écologie. J'ai eu aussi des réflexions là-dessus. J'aimerais être bien et tout, mais je suis un peu une serpentard. Non, je suis un peu une serdaigle en fait. Et en fait, si tout le monde était des poufs-souffles, mais la vie irait tellement mieux. Bon voilà, donc voilà pour 2 situations que j'aime bien. Ensuite, pour un esprit équilibré, une situation auquel je pense assez souvent pour m'aider dans ma vie. Pour un esprit équilibré, la mort n'est qu'une grande aventure de plus. Et en fait, pourquoi j'y pense ? Parce que ça me fait penser que du coup, une grande aventure de plus, ça veut dire que bah, la vie est une grande aventure. Et en vrai, quand on y pense, c'est un peu marrant d'être là. Genre, on est tous sur Terre, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Mais bah, de toute manière, on y est. Et du coup, en fait, j'essaye de prendre un peu la vie comme une curiosité. Enfin, faire des choix qui, sur le coup, paraissent un peu bizarres, mais de se dire, bah, j'aimerais bien voir ce que ça donne si je fais ça. Enfin, de sortir de ma zone de confort, ouais, pour me surprendre, en fait. Je sais pas comment dire, mais pour mettre un peu de piment dans ma vie, finalement. Et je suis un peu curieuse de savoir la vie que je vais avoir. Enfin, j'aimerais bien être vieille et voir la vie que j'ai eue et me dire, ah là là. Bah déjà, là, quand je vois la vie que j'ai eue, je suis un peu là, c'est dingue, j'ai vécu plein de trucs et tout. Mais je trouve ça fou de vivre, genre, tu vis des trucs, genre... J'ai vu un vieux se changer à la vue de tous, à Pigalle. Et genre, enfin, je trouve que c'est... Quand on y réfléchit comme ça, c'est fou de vivre. Après, bah, les malheurs... En fait, c'est dingue parce que
la vie, on peut tellement avoir des pensées différentes dessus en fonction de choses externes qui nous arrivent et je trouve ça dingue à quel point elle peut être intense ou non. Parce que là, quand je parle des petits choix et tout, pour me surprendre, c'est quand je vais bien. Mais quand j'ai des tragédies, enfin quand j'ai eu des trucs pas cool, c'est tellement intense, enfin c'est fou. Mais aussi, et je me dis, mais pourquoi on est tant affecté? Pourquoi c'est si intense? Enfin, c'est quand même super étrange, quoi, le cerveau humain. Et on est là, comme ça, dans la vie, on vit l'aventure, moi. Et une autre citation que j'aime bien, c'est "It does not well to dwell on dreams and forget to live." Ça ne fait pas grand bien de s'installer dans les rêves en oubliant de vivre. Et ça, c'est un peu... ça rejoint... En fait, toutes les citations de Dumbledore, ça me pousse à vivre bien. Genre là, ça me dit, il faut accepter la réalité telle qu'elle est et avoir la joie nécessaire, comme Albus qui est farfelu, de rendre la réalité plus belle. Et parce que moi, je fais beaucoup de rêves qui, en soi, on pourrait dire, ça serait cool qu'ils soient réels. Mais je me dis, déjà, c'est bien, j'en rêve, donc je le vis un petit peu en soi. Et ma réalité, c'est pas comme ça. Quand je me lève, je l'accepte direct, en fait. Genre, je me dis pas... jamais je suis là à me dire, j'aimerais avoir ça, j'aimerais plus faire ça et tout. Bon, si, en vrai, parfois je le fais, mais j'essaye de pas trop le faire. Parce que ma réalité est là, et si je l'accepte pas, c'est comme si je perdais du temps de vie, quoi. Alors qu'on est là dans cette grande aventure. C'est terrible de perdre du temps de vie. Donc voilà, qu'est-ce que je fais de mon temps? Je réfléchis et je me détends. Autre citation que j'aime beaucoup, mais vous savez, on peut trouver du bonheur même dans les endroits les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Et ça, c'est justement pour les périodes de nos vies où on est... où il se passe des trucs pas cool. Même si c'est dur de le voir, justement se rappeler des citations de Dumby, ça peut aider. Et genre, en fait, je pense qu'être conscient dans le malheur, enfin moi ça m'a aidé en tout cas, quand on est conscient dans le malheur, déjà on arrive plus à prendre du recul sur la souffrance et ça peut aider à moins y rester. Après, forcément il y a des degrés et une citation de Dumbledore ça peut pas tout aider, mais il y a toujours en fait des petits trucs positifs qu'on ne voit pas si on veut pas les voir. Et c'est dommage parce que déjà qu'on est triste, alors si en plus les petits trucs positifs on fait pas l'effort de les voir, on va jamais s'en sortir, quoi. Et la grande aventure, elle sera de tristoun. C'est pour ça que Dumbledore il est farfelu, il a tellement souffert que il a plus de temps à perdre à être triste. Ça fait du bien parfois de pleurer et d'être triste et tout, mais ça doit être un état qui est passager et succinct et qui après doit laisser place à l'apaisement. Moi je suis apaisée en ce moment, c'est vraiment un bon feeling. Ensuite, la citation connue, ce sont nos choix, Harry, qui montre... genre, mais déjà, les gens qui disent mon nom, moi quand ils me parlent, ça m'insupporte, genre, non mais Eve, oh là là, c'est terrible. Donc là, Dumbledore fait ça. Ce sont nos choix, Harry, qui montrent ce que nous sommes vraiment beaucoup plus que nos aptitudes. Moi, j'ai pas trop de réflexion là-dessus. Je sais pas pourquoi j'ai noté. Parce que, en vrai, c'est vrai, mais... j'ai l'impression que c'est un peu un truc pour les gens nuls, genre en mode t'as pas d'aptitude, non mais t'inquiète, c'est tes choix qui pensent que t'es. Ah mais non, c'est pas dans ce sens-là, c'est plutôt dans le sens. Non, je sais pas. Là, j'arrive pas à voir. Peut-être qu'un jour je comprendrai cette citation. Et ah ouais, après, une citation avec laquelle je suis pas d'accord. Endormir la douleur pendant quelque temps ne la rendra que plus intense lorsque tu la sentiras à nouveau. Et bien c'est pas si vrai, parce que moi je pense vraiment que le temps guérit tout, et quand on endormit la douleur pendant un certain temps, après elle revient certes, mais c'est impossible qu'elle revienne plus intense parce que le temps la guérit un peu. Ensuite, dernière citation, c'est l'inconnu qui nous fait peur quand nous contemplons la mort ou l'obscurité, rien d'autre. Et ça c'est vrai, quand on y pense c'est juste très vrai quoi, enfin... Quand on est dans le noir et qu'on voit rien, on a juste peur qu'il y ait un truc bizarre.
Et après, bon, je contemple souvent l'obscurité, mais je contemple rarement la mort, heureusement. Mais bon, c'est le même truc, quoi. Qu'est-ce qui nous fait peur, c'est que, bah, on sait pas. Et que ça va arriver. Parce que ça nous fait pas peur. Les trucs qu'on sait pas qui étaient avant, genre avant notre naissance, ça nous fait pas peur. Mais du coup, mais ça, je l'apprends pas dans ce sens-là, quand j'y pense. Je l'apprends dans le sens plutôt de sortir de sa zone de confort. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'avoir peur de l'inconnu. C'est de l'inconnu qui nous fait peur. Moi, j'ai pas envie d'être dicté par la peur de l'inconnu. Parce que souvent, l'inconnu... Enfin, c'est rare que quelque chose d'inconnu ait été horrible. Enfin, quand ça arrive, c'est les choses horribles qui arrivent. Bah, en vrai, moi, souvent, ça a été connu. Et du coup, je trouve que ne pas avoir peur de l'inconnu, bah, ça peut vraiment aider à vivre une vie moins passive, à me stimuler un peu plus dans mes actions. Et du coup, ça rejoint en fait toutes les autres situations. En fait, je sais pas, j'ai un peu envie d'avoir une vie hors du commun, mais en même temps, c'est quoi hors du commun? Enfin, c'est pas que je veux avoir une vie hors du commun, mais je veux faire des actions qui, dans ma journée, je me dis, tiens, c'est marrant. Après, ça, est-ce que ça apporte beaucoup? Je sais pas, mais j'ai pas envie de m'endormir. En fait, je déteste être endormie dans une routine, dans des trucs. Enfin, j'ai envie de faire des choses différentes chaque jour, quoi. Tester des nouvelles choses et... Après, c'est peut-être l'esprit de la jeunesse, mais Dumbledore, je suis sûre, il a toujours cet esprit. Dumbledore, il est parfait. Donc voilà, fin de ma réflexion. On va maintenant passer au quiz. Tililit d'Albus Dumbledore. I hope I'm going to do great. Albus Dumbledore was a man of many mysteries, and we want to know just how well you know the great Hogwarts headmaster in our quiz. Est-ce que vous voulez que je traduise? Allez, je traduis. Albus Dumbledore est un homme de mystère, non de peu, est un homme qui a plein de mystères. Et on veut savoir à quel point tu connais le grand directeur de Poudlard dans notre quiz. Attends, vraiment, ça me met toute joie qu'il soit trop fort. Par contre, ça charge. Bon, malheureusement, le quiz n'est pas disponible sur le Wizarding World. Alors, autre quiz. Harry Potter sur le site Babelio. Comment se nomme sa jeune sœur Ariana? Quel était son ancien métier à Poudlard, professeur de métamorphose? Quel est son deuxième prénom? Albus Wilfrid Perceval. Il est de sang pur, mêlé, craquemol pur. Je crois, hein. Comment Peeves l'appelle-t-il parfois? Monsieur le grand Dumbledore, monsieur le grand directeur, seulement Albus. Ah, je sais pas. Hein. Peeves? Monsieur le grand Dumbledore. Ouais, je dirais ça. Grand Dumbledore. De quelle façon sa sœur est-elle décédée? Non. Grindelwald l'a tuée pour se venger d'Albus, n'importe quoi. Elle a été tuée par accident. Lorsque dans le tome 6, Dumbledore boit la potion dans la grotte du médaillon, que lui arrive-t-il? Il meurt, il revit le décès de sa sœur. Il essaye de tuer Harry. Il disparaît d'un coup. Mais attends, mais il essaye pas de tuer Harry. Mais qu'est-ce que c'est? Il meurt pas parce que c'était toute la bague et tout. Ah, est-ce qu'il revit le décès de sa sœur à l'infini? C'est pour ça qu'il est tout fou. Il essaye pas de tuer Harry. Et il disparaît pas, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais mettre il revu le décès de sa sœur. Entre ces 4 sorciers, laquelle a eu une relation amoureuse avec Dumbledore, Nanny, Gellert, Grindelwald? Gellert et Harry, et Albus. Comment Harry lui rend-il hommage? En écrivant un livre sur sa vie, en appelant son fils par son nom, c'est ça, en faisant un très long discours à son enterrement, en ne lui rendant pas hommage, malheureusement. Mais il est trop drôle ce quiz. Vous êtes arrivé à la fin du quiz, je veux voir ma... Oh non, si c'est un quiz... Ah non, c'est bon. 82%, 5 minutes à répondre. Mais attends, mais on n'a pas les réponses? Non, mais c'est une blague. Oh non. Pour connaître les bonnes réponses, créer un compte. Est-ce que je crée un compte? Non, j'ai pas envie de créer un compte. Allez, je crée un compte pour le podcast. Oh là là, c'est insupportable. Toujours des machins là. Mais ça, c'est vraiment typiquement le truc que j'aurais jamais fait si j'avais pas des gens qui veulent savoir les réponses. Ça y est, j'ai les réponses. Alors déjà, il est de sang mêlé.
Mais ça, je comprends pas parce que c'est marqué la mère du sorcier est née moldue et son père est né sorcier. Mais elle est née moldue, mais elle est sorcière. Donc du coup, c'est deux sorciers, je comprends pas. Enfin, ça veut dire que pour être sang pur, il faut que toute la lignée soit pure. C'est. Bah oui, peut-être. Ouais, du coup, Pives appelait monsieur le grand directeur. Et après, tout le reste, c'est juste, bon, je suis trop fan ou quoi. Mais par contre, je savais pas que dans le 6, quand il buvait la potion, il revit le décès de sa sœur. Ça a dû être terrible parce que c'est le jour où il a tout perdu. À part ses deux parents, quoi. Qu'il l'a perdu avant. C'est terrible. Oh, le pauvre. Bon, bah, c'est la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode magique. J'espère que ça vous donne envie d'écouter le prochain épisode. Et surtout, que ça vous a mis de bonne humeur. En attendant, lisez Harry Potter, ça vous mettra peut-être de bonne humeur aussi. À bientôt!